Bonjour à tous. Le poème que nous allons étudier à présent est un poème d'Arthur Rimbaud qui vient de son recueil Les Cahiers de Douai, recueil qu'Arthur Rimbaud avait écrit quand il avait 16 ans et envoyé à Paul de Meny, un poète ami de son professeur Isambard, auquel il avait confié ses cahiers, que nous appelons à présent Cahiers de Douai ou Cahiers de Meny, qui contenait donc ses poèmes de jeunesse. Il a voulu par la suite que ces cahiers soient brûlés, ce qui n'a pas été fait, heureusement pour nous. Et dans ce recueil, parmi les derniers poèmes, nous avons Rêver pour l'hiver, un sonnet dont la forme est qualifiée de libertine, puisqu'il prend des libertés avec la structure du sonnet classique. En effet, au lieu d'avoir les deux mêmes rimes dans les deux quatrains, nous avons 4 rimes différentes. Et si nous regardons aussi la forme, nous pouvons remarquer que dans ce qui est de la structure métrique, donc du nombre de syllabes des vers, c'est une structure hétérométrique, puisque les vers n'ont pas tous le même nombre de syllabes, et même une structure hétérométrique tombante, puisque c'est à chaque fois le deuxième ou le quatrième vers de chaque quatrain ou le troisième vers de chaque tercet qui est plus court, qui ne fait que 6 syllabes par rapport au vers précédent. Cette structure hétérométrique tombante, cette liberté du sonnet, va avec le ton badin, avec la légèreté de ce poème qui raconte une scène galante, une scène amoureuse, mais de jeunesse. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose, avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu refermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres du soir, ces monstruosités hargneuses populaces de démons noirs et de loups noirs. Puis, tu te sentiras la joue égratignée, un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou, et tu me diras « Cherche » en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Nous étudierons comment Rimbaud s'approprie dans ce poème la thématique de l'amour de jeunesse. Et pour cela, nous suivrons tout d'abord le premier quatrain qui présente l'intérieur d'un wagon merveilleux, puis le deuxième quatrain qui présente l'extérieur dont on se protège, et enfin l'entreprise amoureuse dans les deux tercets, c'est-à-dire véritablement la scène d'amour, la scène galante. Rappelons tout d'abord le titre, Rêver pour l'hiver, qui nous introduit dans un univers onirique, le rêve, destiné aux nuits d'hiver. De fait, le premier quatrain se situe à l'intérieur d'un wagon, à l'abri de l'hiver, et nous verrons qu'il renouvelle l'image du nid d'amour. Le premier mot, l'hiver, complément circonstanciel de temps, confirme le titre. Mais alors que le participe passé du titre, rêver, laissait entendre que ce serait le souvenir d'un rêve, d'un désir ou d'un moment heureux, qui aurait été fait avant, comme le montre le fait que ce soit un participe passé, le futur de nous irons indique au contraire une projection dans un avenir, dans un futur rêvé. Ce rêve est installé dans un cadre confortable, comme l'évoquent les coussins, et plus loin la phrase brève et affirmative « nous serons bien », la brièveté de la phrase insistant sur son caractère affirmatif. Et à la fin du quatrain, nous avons aussi l'adjectif moelleux qui est mis en avant justement par l'hétérométrie tombante, dans chaque coin moelleux, qui contribue aussi à ce caractère confortable. Tout comme aussi les couleurs roses et bleues, qui évoquent un univers assez enfantin, naïf. Le poème débute donc dans un cadre rassurant et agréable, mais aussi un peu mièvre. Ces couleurs roses et bleues revenant souvent chez Rimbaud pour décrire des scènes sentimentales, des scènes enfantines, mais aussi pour les décrédibiliser la plupart du temps. Et ici, on peut penser que le poète porte un regard ironique sur le sentimentalisme du jeune homme du poème. Au troisième vers, l'expression « un nez de baiser fou » unit deux images, celle du nid d'amour et celle de l'amour fou, pour proposer une nouvelle image dans laquelle les baisers deviennent de petits animaux, dans le nid duquel se trouvent les amoureux. Donc c'est un nid, non pas ici d'oiseaux, mais c'est un nid de baisers, les baisers étant les animaux.
Ainsi commence la métaphore du baiser animal qui va courir tout au long du poème. Alors que les deux amoureux sont dans un wagon de train, c'était dit au début du premier quatrain, image moderne du voyage, nous avons vu que les couleurs et le confort évoquent plus une sorte de carrosse de conte de fées. Et la façon dont il constitue un nid douillet qui protège de l'extérieur éloigne de la pensée d'un voyage, d'une aventure. De fait, le deuxième quatrain va nous présenter l'extérieur dont on se protège, ce qui montre que ce poème est fondé sur, entre autres, sur une espèce de dualité entre le mouvement de l'aventure et du voyage, induit par le train, et en même temps le retrait dans le cocon que se crée l'amour, qui une sorte de cadre protecteur dans lequel on se sent bien. De fait, une barrière est établie, celle du regard, tu fermeras l'œil, et celle de la vitre du wagon, par la glace, entre les voyageurs et l'extérieur du wagon. Donc il y a à la fois la fermeture de l'œil et à la fois la vitre du wagon évoquée dans le complément circonstanciel de moyen par la glace, qui permettent une séparation entre les voyageurs et l'extérieur. Le complément circonstanciel de but, pour ne point voir, indique même le désir de se protéger de l'extérieur. Mais l'action de fermer les yeux pour ne pas voir ce qui fait peur évoque aussi une attitude enfantine, que la suite vient confirmer. De fait, on peut penser aux enfants qui ferment les yeux pour que la chose qui est en face n'existe plus. À partir du vers 6, cela se confirme, puisque ce qui est décrit, c'est la transformation par l'obscurité, et peut-être aussi la vitesse du train, des silhouettes et ombres nocturnes en monstres effrayants. D'ailleurs, au vers 6, le verbe grimacer, qui attribue une action humaine, le fait de grimacer, aux ombres, initie le glissement qui fait passer des ombres aux monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs. Le caractère terrorisant de ce qui est vu est appuyé par le long groupe nominal monstruosité hargneuse, dont les syllabes sont rendues plus lourdes par le hiatus uo de monstruosité, par la sonorité nieux de hargneuse avec précédent plus d'un R, mais nieux contenant lui-même un hiatus en U et en E, UE, et en plus la littération en R, monstruosité hargneuse. Tout cela venant insister, en plus de la longueur des mots, sur la crainte, l'effroi et le dégoût aussi inspiré par ces monstres du soir. Et la répétition de noir, associée à deux images populaires de la terreur, les démons et les loups, dans le dernier vers de démons noirs et de loups noirs, vient aussi souligner la crainte, l'inquiétude qui est ressentie face aux ombres du soir en fait. Toutefois, le contre-rejet de populace, contre-rejet qui consiste à avoir le premier mot d'un ensemble qui devrait être cohérent, à la fin du vers précédent, populace se trouvant à la fin du septième vers, tandis que le reste du groupe de mots ici de la position est contenu dans le vers suivant. Donc ce contre-rejet, par le caractère méprisant de ce mot, indique la distance, appuie sur la distance que prend le poète avec ses peurs primordiales, mais aussi et surtout en fait enfantines. Le poème veut devenir un homme, le poète veut devenir un homme, et c'est ce qu'on voit dans les tercets, puisque une fois le cadre posé, l'action peut avoir lieu, et le poème prend une tournure galante, voire érotique. L'adverbe de temps puis indique que cela suit la fermeture des yeux, comme si cette fermeture des yeux avait été un prélude aux jeux amoureux qui vont suivre. L'égratignure peut évoquer deux choses, les deux aspects de la métaphore. L'araignée qui court sur la joue et pourrait donner la sensation d'une petite égratignure, mais aussi le baiser de l'adolescent, dont la jeune barbe commence à apparaître. L'image de l'adolescent imberbe qui rêve d'une barbe revient chez Rimbaud. Elle est évoquée par exemple dans Oraison du soir, qui ne fait pas partie des Cahiers doués, qui est un petit peu postérieur, dans lequel l'adolescent ne peut faire pousser qu'une barbe de mousse de bière. Donc on a souvent cette image de l'adolescent qui est celui qui n'a pas encore de barbe et qui en rêve, et ici comme c'est bien un rêve
un rêve, un souhait qui se situe dans l'avenir, la barbe, signe de l'entrée dans l'âge adulte, apparaît peut-être à travers ce participe égratigné. Le vers 10 rend explicite la métaphore filée depuis le début du poème du baiser bête. Comme dans Roman, un autre poème des Cahiers de Douai, dans lequel on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. La comparaison à une folle araignée rend donc la métaphore explicite. De plus, nous retrouvons l'adjectif fou, ici folle, qui désignait dans le premier quatrain les baisers, et qui confirme bien le lien entre les baisers du premier quatrain et l'araignée baiser de ce premier tercet. Cet adjectif rappelle aussi qu'il s'agit de l'amour jeune et sans mesure de l'adolescence. Ici, on voit qu'il s'émancipe, comme on l'avait déjà évoqué avec la barbe, de l'enfance naïve, puisque le baiser et l'araignée ne font qu'un, en réalité. C'est le baiser est comme une araignée, ce qui montre que c'est le poète qui est actif ici, qui prend sa part dans l'action, qui prend l'initiative, et le rythme descendant du tercet, qui a abouti à te courra par le cou, fait cette fois tomber la strophe sur le cou, et ainsi sur le début du parcours érotique. Donc ici, on voit bien qu'il y a une émancipation de l'enfance, puisque le baiser invite à un parcours érotique, même si pour l'instant on en reste au cou. Mais le baiser est bien cette folle araignée qui court par le cou, donc est bien en action. Et ce baiser étant celui du poète, cela montre que le poète prend les devants. Ce qui s'opposera, on le verra en conclusion, avec le poète de La Coccinelle de Victor Hugo. La conjonction ensuite dans le deuxième tercet et, qui introduit ce tercet, semble marquer la conséquence du baiser araignée courant dans le cou. La conséquence, c'est que cette fois ce n'est plus le poète qui prend l'initiative de l'action, mais la jeune fille, à travers l'impératif cherche, et le geste d'incliner la tête. La simultanéité de la parole et du geste, montrée par le gérondif en inclinant la tête. Donc cette simultanéité montre l'invitation chez la jeune fille au parcours, toujours au même parcours érotique. Et après les deux initiatives, de l'un puis de l'autre, d'abord du poète puis de la jeune fille, l'action peut devenir commune, avec le nous, qui montre que l'aventure galante se fait à deux, dans un accord autour du jeu galant, et aussi enfantin, puisque malgré ce désir de rentrer dans l'âge adulte qu'on a vu avec la barbe et avec l'initiative prise dans l'action amoureuse, la comparaison avec l'araignée semble l'emporter sur le baiser, puisqu'à partir du moment où, au vers 10, le baiser a été comparé à une folle araignée, nous n'avons plus de mention du baiser, mais seulement de bête. Et tu me diras, cherche en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête. Il ne reste plus que l'image, et non plus le geste lui-même, cette image qui donne une forme de légèreté enfantine à cette scène. La légèreté est toutefois atténuée par le dernier vers, légèrement séparé du reste par le tiré, comme s'il était ajouté après coup, et dont les points de suspension, qui achèvent la remarque qui voyage beaucoup, créent un espace de sous-entendu érotique et font du double sens lié à la métaphore le lieu d'un clin d'œil ironique. Nous avons donc bien une scène adolescente, une scène amoureuse qui fait passer de l'enfance à l'adolescence. Il y a donc une forme d'initiation à l'amour. Et le ton est ici badin, léger, comme pour garder un certain aspect enfantin à cette scène. D'ailleurs, le terme rêver rappelle que le poète a 16 ans, et cela laisse un doute sur la réalité de cette scène. Nous pouvons bien sûr penser au poème La Coccinelle de Victor Hugo. Dans ce poème, le poète de 16 ans rate au contraire l'occasion du baiser, que
lui demander la jeune fille en lui signalant une coccinelle et en lui demandant de l'enlever. Et il n'a pas vu, au moment d'enlever la coccinelle, le baiser que demandait la jeune fille. Donc le poète chez Victor Hugo est un poète qui, pour le coup, est encore véritablement naïf et enfant, et rate l'occasion de l'initiation amoureuse, tandis que celui de Rimbaud la désire. Et ce qu'il la vit réellement, en revanche, c'est le doute permis par le terme rêver. Mais il y a bien chez Rimbaud le désir d'une émancipation de l'enfance naïve.